Bonsoir à tous, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec le grand oral des GGMO. Pendant près d'une heure, nous interrogeons une personnalité du monde politique ou intellectuel. Et aujourd'hui, nous recevons le porte-parole de Renaissance, vous le connaissez aussi comme ancien journaliste. Loïc Signor passe ce soir le grand oral des GGMO. Bonsoir Loïc Signor. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Elles seront posées ce soir depuis Paris par notre consultant diplomatique Christian Mallard et le journaliste Clément Vérénal. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Benjamin. Et avec vous, Loïc Signor, nous reviendrons sur l'actualité française et internationale de cette fin de semaine. Cela nous conduira du Proche-Orient et jusqu'en Afrique. Mais d'abord, j'ai quelques questions, cartes sur table, à vous poser. Loïc Signor, la rentrée scolaire, c'est demain lundi. Les élèves portant l'abaya et le camis n'entreront pas en classe. Ils seront cependant accueillis par les établissements pour leur expliquer le sens de cette interdiction. C'est en tout cas l'annonce de Gabriel Attal il y a quelques jours. Craignez-vous des débordements et une rentrée agitée avec peut-être des élèves qui viendront par centaines en abaya en cours, par goût peut-être de la provocation ? Écoutez, j'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui se passera ce jour de la rentrée scolaire. Je crois que le ministre de l'Éducation nationale, sur demande du président de la République, a été très clair sur le sujet. Le gouvernement a pris ses responsabilités. C'était une demande des syndicats de professeurs, une demande des syndicats de parents d'élèves, et je crois une attente dans la société française, largement partagée. On l'a vu dans les différentes études d'opinion et sondages. L'abaya n'a pas sa place à l'école comme aucun signe communautaire ou d'appartenance religieuse. C'est le principe qui fonde notre rapport à la laïcité. Nous en sommes fiers et nous avons à cœur de le faire respecter. J'appelle chacun, pour répondre plus précisément à votre question, au calme, au discernement et à respecter cette décision du gouvernement. Je ne crains pas de débordement parce que j'ai confiance justement dans les instances éducatives et dans les pouvoirs publics pour faire respecter et appliquer cette décision. Quant à ceux qui jettent de l'huile sur le feu, toujours les mêmes, suivez mon regard, à la fin les Français les prendront à témoin et les jugeront pour ce qu'ils sont, des agitateurs et des perturbateurs de l'unité républicaine. Évidemment, je veux parler de nos oppositions, notamment au sein de la NUPES et particulièrement la France Insoumise qui depuis des jours ne cesse d'attiser justement la haine en proclamant encore une fois des contre-vérités et en agitant les peurs. Loïc Signor, la France Insoumise prévoit justement la saisie du Conseil d'État pour attaquer cette réglementation qu'elle juge dangereuse, cruelle et discriminatoire à l'égard des femmes d'origine musulmane. Je reprends les mots de Manuel Bompard. Est-ce que le texte a un risque d'être retoqué ? Je n'en sais rien. Le Conseil d'État c'est une crainte que juge, vous avez et je n'ai pas à un... Non, encore une fois, ce n'est pas une crainte. Je pense que nous avons à rédiger la circulaire de manière la plus précise possible pour justement garantir la mise en place de cette interdiction. Je pense que la loi de 1905 est suffisamment complète. Avec la loi de 2004, nous avons l'assurance, je le crois et je l'espère, que cette décision puisse être avalisée par le Conseil d'État. Vous parlez de la France Insoumise qui joue le jeu des institutions quand ça les arrange. Il y a quelques mois, ils décriaient la décision du Conseil constitutionnel de valider la majorité des articles de la réforme des retraites. Aujourd'hui, ils en appellent au Conseil d'État. Mais au-delà du jeu politique et institutionnel de la France Insoumise, où est passé le Jean-Luc Mélenchon de 2012 ? Les archives sont disponibles sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui disaient ne pas vouloir justement être police des vêtements, qui réprimait la décision de certaines femmes de mettre le voile. Bref. Et on est dans un jeu de dupes où la France Insoumise est dans une position et dans une posture clientéliste, communautariste, et je pense qu'elle joue avec le feu, qu'elle joue avec les peurs et qu'elle instrumentalise des esprits qui déjà sont en proie à des doctrines, notamment religieuses, des esprits de plus en plus jeunes, et je crois que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon par-dessus tout feraient bien de retrouver le cerveau laïque qu'il avait avant 2017 et de retrouver cet état d'esprit républicain mais sur cette décision avoir par le passé et ne
Mais sur cette décision précisément et sur l'annonce, parce que Loïc Signor, ce n'est pas la première fois, et on l'a vu plusieurs fois récemment, qu'une décision du gouvernement est retoquée. La dissolution du collectif Palestine vaincra, du soulèvement de la terre, c'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois. Qu'une annonce, certes réclamée, ce qui est le cas, notamment par le corps enseignant, eh bien se retrouve retoquée derrière. Oui, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, je suis fier d'être dans un pays où le Conseil d'État peut juger en droit une décision politique. Et si le Conseil d'État invalide une décision politique, ça veut dire qu'on doit remettre le métier sur l'ouvrage, tout simplement. Ce sera le cas pour les soulèvements de la terre, c'est le cas pour toutes les décisions qui sont invalidées par le Conseil d'État. Moi, je suis fier d'être dans un pays, justement, où il y a des contre-pouvoirs, où il y a une décision de justice qui peut s'exercer. Sur l'abaya et le cas d'espèce qui nous intéresse, je pense que la loi de 1905 et la loi de 2004, plus une circulaire écrite de manière rigoureuse, serviront à faire respecter cette interdiction décrétée par Gabriel Attal. En tout cas, je le souhaite. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai pas interféré avec la décision du Conseil d'État. Il faudra reprendre notre copie, mais j'ai toute confiance en Gabriel Attal et en ses services pour avoir pris les bonnes dispositions au respect de cette interdiction. Alors, si cette rentrée des élèves a lieu demain, la rentrée politique du pouvoir a eu lieu la semaine dernière, avec ce rendez-vous entre Emmanuel Macron et les chefs d'opposition qui a duré plus de 12 heures. L'Élysée a salué un grand moment politique. Au RN, on est sceptique face, dit-on, à la multiplication des initiatives. Chez LFI, on dénonce une initiative qui a fait pchit. Alors en quoi, Loïc Signor, les grands chantiers de la rentrée pourront-ils avancer après ce rendez-vous ? Je ne suis pas sûr qu'il faille parler de grands chantiers de la rentrée, mais plutôt de grands chantiers pour notre République, pour la démocratie, et si je réduis un peu la temporalité, pour la suite de ce quinquennat. Nous sommes dans une situation particulière depuis plus d'un an, la majorité relative, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est sans doute la volonté exprimée par les Français d'une unité de la classe politique, et c'est le souhait exprimé par le président de la République en réunissant les chefs de l'opposition et représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat pendant, vous l'avez dit, un certain nombre d'heures, 12 au total, et pour essayer de faire avancer les textes. Soit en trouvant des accords, et à ce moment-là, effectivement, les forces politiques pourront s'entendre au Parlement, soit en actant quelque part des désaccords insurmontables. Et le président de la République l'a ouvert, cette possibilité, celle du référendum. Mais attention, nous n'allons pas reprendre les référendums, les propositions de loi et les obsessions de nos oppositions, les retraites pour l'un, l'immigration pour l'autre, pour faire un référendum sur la tête d'Emmanuel Macron, si je puis m'exprimer ainsi. En revanche, qu'il y ait la volonté de trouver des voies de passage pour chercher justement des compromis, des consensus, et peut-être le retour au peuple, mais avec un appel collectif à trouver des solutions et à retourner aux urnes. Et alors, qu'est-ce qui a été trouvé durant ces 12 heures ? Bah écoutez, justement, la possibilité de trouver des consensus, justement, et des moyens de moderniser, quelque part, nos institutions, trouver une nouvelle forme de retour au peuple. Est-ce qu'il faut faire des grandes consultations citoyennes avant, peut-être, des référendums plus larges ? En tout cas, il faut associer l'ensemble de la classe politique. C'est pas un homme, aujourd'hui, en 2023 et bientôt 2024, qui doit décider seul pour tous. C'est la volonté exprimée par... Oui, mais ça, on pouvait le dire avant, sans Loïc Signor. Des Français de participer à la démocratie. Oui, la volonté de parler avec tous les partis, c'était l'intention avant le rendez-vous. Mais maintenant qu'on est après, qu'est-ce qui a été obtenu qui permette de faire avancer le quinquennat ? On a l'impression de rien quand on entend les déclarations des chefs de parti. Non, pas rien, parce qu'évidemment, on est dans un jeu politique où certains vont dire que cela a fait pchit, ou d'autres c'était pas suffisant. Je remarque une surdité sélective de la part de certains membres de la NUPES qui n'ont même pas vu que leur téléphone sonnait la semaine dernière quand le président de la République les appelait, et n'ont pas entendu l'annonce d'une conférence sociale annoncée par le président de la République hier, alors que c'est une demande justement d'une partie des partis de gauche. Il y aura cette conférence sociale, parce que je crois que la priorité, on le voit dans chaque sondage, dans chaque étude des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est comment vivre de son travail et comment aujourd'hui essayer de résister à cette inflation qui nous vient de plusieurs crises exogènes. On y viendra certainement par la suite. Et le président de la République va associer les partenaires sociaux, les partis politiques et toutes celles et ceux qui, à un moment donné, vont mettre sur la table des solutions pour que cela profite concrètement aux Français. Si vous voulez une annonce, c'est celle-là, l'organisation d'une conférence sociale. Mais il faut voir plus loin, notamment sur la modernisation des institutions. Est-ce qu'il faut changer
changer la temporalité des élections, ritualiser différemment nos rites démocratiques? Est-ce qu'il faut mettre une dose ou toute forme de proportionnelle aux élections législatives? Toutes ces questions ont été posées sans tabou, sans filtre, et chacun a pu exprimer sa pensée. Maintenant, j'invite les partis politiques à revenir autour de la table parce que le président l'a appelé de ses voeux. Il y aura un acte 2 de cette rencontre de Saint-Denis et nous entrerons au fil de l'eau à des propositions plus concrètes et qui viendront évidemment changer et transformer, je l'espère, le quotidien des Françaises et des Français avec, encore une fois, le concours de l'ensemble de la classe politique et pas seulement de notre majorité. Loïc Signor, merci pour vos réponses à cette première séquence carte sur table. Je vais maintenant passer la parole à mes confrères qui sont avec nous en duplex depuis Paris pour nos questions Allô le Monde. Et on reviendra tout à l'heure évidemment sur l'actualité française. Avant de céder la parole à Christian Mallard, Loïc Signor, j'aimerais vous entendre sur ce qui se passe ici, au Proche-Orient, dans les couloirs. Vous le savez, les bruits d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite se font de plus en plus forts. Mais en parlant de bruit, la France est totalement muette. A-t-elle disparu de la carte du Proche et du Moyen-Orient ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que la France ait un jour disparu de la carte du Proche et du Moyen-Orient pour la simple et bonne raison que la France assure son rôle de puissance d'équilibre, comme le voulait le général de Gaulle. D'ailleurs, vous parliez de cette rencontre avec les chefs de parti d'opposition hier et chacun a plutôt trouvé un consensus sur cette position française dans la diplomatie partout dans le monde et a fortiori au Moyen-Orient. Je crois que la France est un partenaire crédible, un interlocuteur crédible, mais qui n'a pas à s'ingérer dans les dossiers bilatéraux. Qu'il y ait une relation qui se réchauffe entre Israël et l'Arabie Saoudite, nous le saurons bientôt. Vous suivez bien évidemment le dossier attentivement. La France regarde également attentivement la situation. Nous avons un dialogue bilatéral fréquent, intense avec les deux pays qui sont deux partenaires de Paris, mais nous n'avons absolument pas, et Paris n'a pas à donner aujourd'hui des signes allant d'un côté ou d'un autre. Christian Mallard depuis Paris. Loïc Signor, la position de la France est toujours la même depuis des années. C'est la solution à deux États. On voit bien que ça ne donne rien pour l'instant. Qu'est-ce qui pourrait vraiment sortir de la crise ? Les Palestiniens et les Israéliens autour d'une table où enfin on négocierait de façon sérieuse. Écoutez, vous l'avez rappelé très justement, et le président de la République l'a rappelé depuis son élection en 2017. Il est sur la position historique de la France, une solution à deux États et la paix entre Israël et la Palestine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait changer ? Je ne crois pas que ce soit au président de la République ou à Paris de dire ce qui changerait. C'est aux populations et aux autorités compétentes et légitimes et démocratiques de s'exprimer et de trouver les moyens. La France, elle, assure une position d'équilibre depuis toujours et avec un seul objectif, la paix. Le président de la République l'a rappelé il y a quelques mois lors de son entretien avec Benyamin Netanyahou. Il l'a rappelé aussi face aux dirigeants de l'autorité palestinienne à chaque fois qu'il a eu des conversations et des entretiens bilatéraux avec eux. Encore une fois, je crois qu'il faut rester sur cette position d'équilibre et œuvrer pour la paix dans toutes les possibilités que nous sont offerts justement ces dialogues et ces rencontres bilatérales, sans encore une fois prendre position en plus de ce que la France a toujours dit, c'est-à-dire la solution à deux États. D'accord, sans prendre position, mais est-ce que la position de la France ne devrait pas être davantage aux côtés de la démocratie qu'est Israël, qui est assaillie en permanence par des terroristes, par le Hezbollah, par le Hamas, par le djihad islamique, qui sont soutenus par l'Iran. Les Français ont voulu négocier aussi avec l'Iran sur le nucléaire, et on s'aperçoit qu'on négocie avec des terroristes qui nous manipulent, qui trichent, qui mentent en permanence. Est-ce que la position de la France, finalement, elle tient la route ? Je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Effectivement, dès qu'il s'agit de qualifier une organisation terroriste, la France l'a fait, et l'a fait de manière suffisamment claire. La France est toujours du côté de la paix et condamnera de manière systématique chaque acte violent, où que ce soit. Et le président de la République l'a fait encore récemment. Nous sommes du côté de la paix.
Et effectivement, nous sommes du côté de la démocratie. Et nous avons eu des discussions, et encore une fois, je le répète, sans filtre, sans tabou, avec une obsession et un objectif, garantir la paix au Proche et au Moyen-Orient. En ce qui concerne l'Iran, parce que vous parlez de l'Iran, et bien évidemment, le président de la République parle avec l'Iran. Ça a été le cas notamment lors du G7 à Biarritz, vous vous en souvenez, où le président de la République avait tenté de mettre en relation, pour la première fois depuis 1973, les États-Unis et l'Iran. Nous étions pas loin. Donald Trump n'a pas voulu finalement accepter cette main tendue. Pourquoi le président de la République croit à cette diplomatie des vers brisés qu'il faut un jour réunir? Eh bien parce que la paix se constitue à force de grandes entreprises de la sorte, en essayant de ramener chacun à la table. Effectivement, nous sommes clairs avec l'Iran. Nous appelons effectivement l'Iran à clarifier ses intentions sur le nucléaire. Nous appelons l'Iran à ne pas fournir des armes à la Russie, et notamment des drones qui pourraient mettre un peu plus encore en péril le peuple ukrainien. Nous qualifions les actes innommables du point de vue du droit des femmes du régime iranien. Nous sommes très clairs avec l'Iran, mais nous savons aussi qu'avec l'Iran, il faut parfois discuter et essayer de trouver des terrains d'entente, sinon vous allez balkaniser encore un peu plus la région, et ce sera, ce que vous connaissez évidemment parfaitement, une poudrière et sur lesquelles la diplomatie n'aura pas de prise. C'est une puissance d'équilibre, c'est une force compliquée à mettre en place, mais je crois que c'est l'objectif du président de la République et de la France. Christian Mallard. Mais Loïc Signor, est-ce que le président Macron n'est pas naïf? Parce qu'après avoir rencontré, je m'en souviens très bien, le président Raïssi, il y a un peu plus d'un an, après l'avoir eu en long en large, et après avoir rencontré un haut responsable du Hezbollah à Beyrouth, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est un peu naïf de penser que, par exemple, on va sortir le Liban d'une crise hors norme, où les gens souffrent, ils n'ont même plus moyen de s'acheter du pain ou quoi que ce soit. C'est dramatique ce qui se passe au Liban, voisin d'Israël. Et est-ce qu'on peut encore discuter avec ces gens-là? Je disais tout à l'heure, moi j'ai vécu 3 ans en Iran, sous Khomeini. Et je peux vous dire que j'ai appris une chose, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas fiables. Ce régime, quand je ne dis pas le peuple, je parle du régime. Ce sont des gens qui mentent, qui trichent en permanence et qui vous manipulent. Est-ce que nous, les Occidentaux, et je mets le président Macron dedans, mais il n'y a pas que lui, ne sommes pas dupes? Je crois qu'il n'y a ni naïveté ni fatalité. Les grandes avancées dans l'histoire se font souvent au moment où on s'y attend le moins. Et vous parliez du Liban, effectivement, vous avez tout à fait raison. Le président s'évertue depuis son arrivée au pouvoir à venir en aide à ce pays frère, ce pays ami, et ce pays qui se trouve dans une impasse politique depuis un certain nombre d'années maintenant. Emmanuel Macron, en dépit des commentaires, et en dépit des commentaires parfois cyniques de ceux qui ne font rien, a tenté par tous les moyens de trouver des solutions et de mettre en place des ponts entre toutes les forces politiques de ce pays, et notamment après le terrible accident, la terrible explosion du port de Beyrouth. Je suis d'accord avec vous, c'est difficile. Certains pensent même que c'est impossible, mais la France n'abandonnera pas le Liban, qui est un pays clé dans les relations dans la région, avec toujours le même objectif, la paix. En ce qui concerne l'Iran, là aussi, il n'y a pas de naïveté. Emmanuel Macron n'est pas dupe. Lorsqu'il a des contacts avec les autorités iraniennes, ce n'est pas parce qu'il s'entretient avec eux, et ce n'est pas parce qu'il en tire quelques bénéfices diplomatiques qu'il croit et qu'il donne un blanc-seing aux autorités iraniennes. Loin de là, la diplomatie, c'est de la confiance, mais c'est aussi parfois se dire qu'il y a un jeu politique qui n'est pas forcément toujours l'agenda de celui que nous avons en face. Et ça, je crois que personne n'est dupe. Mais encore une fois, et je le répète, l'objectif d'Emmanuel Macron, l'objectif du président de la République, c'est de démultiplier les efforts, de tout mettre en place dans les initiatives qui seront les siennes pour avoir la paix et une région stabilisée. C'est pas Emmanuel Macron qui a déstabilisé la région, ce n'est peut-être pas Emmanuel Macron qui va réussir à la restabiliser, mais je crois que tout doit être fait en matière diplomatique et politique comme initiative pour essayer d'obtenir des résultats. Et c'est avant tout aux autorités sur place de trouver les solutions. Mais est-ce qu'il intervient suffisamment? Vous disiez tout à l'heure que la France est pour la paix, mais le problème c'est que la France est ressentie dans la région comme étant plutôt absente. On a le cas du Proche-Orient, maintenant le coup d'État militaire au Gabon, ça commence à faire beaucoup de zones où l'influence française semble se réduire comme peau de chagrin.
Alors il y a deux sujets différents, bien évidemment. L'influence française est en perdition. En effet, on est en train de perdre le pré-carré africain. Loïc Signor. Oui, alors je ne sais pas si on en... Oui, je ne sais pas si on est en train de perdre le précaré africain. On sent que des puissances étrangères, et vous savez de laquelle il s'agit le plus souvent, la Russie et même des groupes paramilitaires associés à Moscou, agitent les populismes sur place, agitent un sentiment anti-français et font de la propagande pour effectivement retourner et instrumentaliser les populations sur place, notamment sur ce qui s'est passé au Sahel. On voit que cela peut faire... tache d'huile dans certains pays d'Afrique, même si la situation au Gabon est encore un peu différente, et sur la perte d'influence supposée de la France dans la région et au Proche et au Moyen-Orient, je pense que nous sommes dans une situation internationale particulièrement mouvementée, à l'aune de changements démocratiques dans plusieurs régions du monde, avec une influence croissante aussi de la Chine, et que la France effectivement ne peut plus agir sur ces régions et sur ces zones comme elle le faisait dans les années 80. Donc il va falloir avoir un changement de paradigme et surtout agir en européen. Parce que et donc au Gabon, c'est comment agir en européen, Loïc Signor? Je précise qu'il nous reste 30 secondes. Eh bien, au Gabon, je pense qu'il va falloir déjà regarder attentivement la situation. Nous condamnons ce coup d'État militaire et encore une fois avec l'objectif qui est le nôtre de maintenir à chaque fois qu'il sera possible la paix dans toutes ces régions. Nous ne pouvons nous satisfaire d'une prise de pouvoir avec des kalachnikovs. Maintenant, agir en européen, ça veut dire aussi se mettre d'accord avec nos partenaires sur ce qu'on doit faire au niveau du commerce et au niveau de la diplomatie dans toutes ces régions déstabilisées. Loïc Signor, vous êtes ce soir notre invité du Grand Oral des GGMO. On va marquer une petite pause et dans un instant, on se retrouve pour la seconde partie de cette émission avec Clément Vérénal qui a également quelques questions à vous poser. A tout de suite pour la seconde partie du Grand Oral. Et si vous nous rejoignez ce soir, c'est Loïc Signor, porte-parole de Renaissance, qui passe le grand oral des GGMO, toujours en duplex avec nous depuis Paris pour vous interroger, notre consultant diplomatique Christian Mallard et le journaliste Clément Vérénal. Clément, à qui je vais maintenant céder la main pour les téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous en première partie. On parlait il y a quelques instants de cette question de l'influence française dans le monde qui semble s'estomper, que ce soit tant dans la région du Proche-Orient que l'influence en Afrique. Clément Vérénal, à vous la parole. Alors oui, justement, à propos de ces dossiers que nous venons d'évoquer, alors bien entendu, on ne peut pas comparer le Proche-Orient et l'Afrique, mais justement, en ce qui concerne la place de la France dans ces régions, est-ce que globalement, on ne peut pas dire que nous y sommes actuellement faibles parce que globalement, nous sommes naïfs ? Toujours ce procès en naïveté que je réfute en bloc, à la fois sur le Proche et le Moyen-Orient, où il faut revenir à l'éclatement de la guerre
en Syrie et les atermoiements d'un certain nombre de partenaires à l'époque qui nous ont, je pense, fait perdre collectivement de l'influence dans la région. Je pense notamment au renoncement de Barack Obama en 2013 au moment de l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad contre sa population. Nous avons à ce moment-là donné un signal négatif à la fois aux belligérants dans la région, mais également à Vladimir Poutine, qui regardait cela d'un œil attentif. À partir du moment où vous ne respectez pas les engagements de ligne rouge quand vous êtes les États-Unis d'Amérique et parallèlement les alliés de celui-ci, eh bien Vladimir Poutine se sent légitime d'une part à envahir une première fois la Crimée et puis par la suite envahir l'Ukraine et la situation que nous connaissons en ce moment. Donc je ne crois pas qu'il faille parler de naïveté française, mais sans doute d'un chambardement géopolitique lié à la fois au printemps arabe et à la guerre en Syrie et les signaux qui ont été donnés par les Occidentaux, si je résume très largement. En ce qui concerne l'Afrique, et là aussi, mon regard va se tourner vers Moscou, parce qu'à la fois en Centrafrique, puis au Sahel, au Niger, au Tchad, au Burkina, nous avons fait face à une désinformation, à une propagande et à des actes anti-français de cette milice paramilitaire Wagner, qui est devenue depuis tristement célèbre par récemment le décès de son chef et puis par ses exactions en Ukraine. Et donc, je crois qu'il faut repenser notre manière d'agir, notre manière, nous Français, mais encore une fois, je crois, européen. Emmanuel Macron n'a eu de cesse de le proclamer. Une Europe de la défense doit s'imposer. Une Europe diplomatique doit s'exercer dans le concert des nations pour retrouver, non pas nous seuls Français, qui à coup sûr deviendront naïfs si nous essayons d'agir comme auparavant, mais ensemble. Alors pourquoi pas sur des cercles concentriques, sur des Europes à deux vitesses, comme certains l'appellent. Ce terme ne me dérange pas. On ne peut pas forcément agir à 27 avec les mêmes intérêts, mais pourquoi pas avec celles et ceux, et parmi lesquels bien sûr nos plus proches alliés, je pense particulièrement à l'Allemagne et à l'Italie, sur le continent africain, d'agir ensemble en Européens. Sinon, de toute façon, nous serons toujours affaiblis ou en tout cas présumés affaiblis face à ces puissances qui ne renoncent devant rien. Et la preuve en est avec les dernières actions de la Russie. Clément, une dernière question pour clore cette séquence. Oui, alors, dont acte sur la naïveté, mais parfois, on peut parler aussi de vision un peu simpliste. Je vous ai écouté avec attention et vous dites, à propos du conflit israélo-palestinien, aux populations et aux dirigeants élus démocratiquement et légitimes de trouver des solutions. Or, il ne vous a pas échappé que le gouvernement palestinien n'est pas élu démocratiquement. Il y a eu, en tout cas, la dernière élection remonte à il y a 15 ans, donc il n'est pas vraiment légitime. Donc, quand la France dit des formules comme ça en disant aux dirigeants démocratiquement élus de trouver la solution, vous nous dites c'est aux Israéliens de trouver la solution, même s'ils sont face à un interlocuteur défaillant. Il était effectivement ce propos davantage dirigé vers Israël, dont le gouvernement est élu démocratiquement et reconnu comme tel. C'est bien ce que j'avais compris. Nous ne pourrons pas faire... Vous l'avez bien compris, mais nous ne pourrons pas faire l'économie d'un dialogue avec l'autorité palestinienne, qui est un interlocuteur aujourd'hui de la France et des Occidentaux. À un moment donné, on ne peut pas parler qu'à un seul partenaire et il faut être deux pour trouver une solution. Et donc, ce que nous disons est assez simple. Nous avons une donc Mahmoud Abbas reste un partenaire pour vous. Une solution à deux États qui garantit la paix. Mahmoud Abbas est un interlocuteur. Aujourd'hui, c'est l'interlocuteur de Paris et des Occidentaux en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Et nous ne pouvons pas faire l'économie d'un dialogue avec lui, parce que si vous fermez les vannes et vous ne parlez pas à ces interlocuteurs, vous n'avez pas la vision profonde de ce que chaque camp souhaite obtenir. Et nous avons une idée fixe, c'est la paix. Et en l'occurrence, pour obtenir la paix, il faut que les deux parties... Mais il n'y a pas d'initiative française pour la paix. Exactement la même chose. Vous dites on est pour la paix, mais il n'y a aucune initiative française dans la région actuellement pour aller davantage et pour faire plus, pour être à l'initiative, à la manœuvre. Nous condamnons la violence, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Heureusement. Ça, c'est le prérequis. Ce serait du bon sens de la part de la démocratie française, pardonnez-moi. Non, mais c'est important de le dire. Et c'est important de le rappeler, parce que c'est le préalable à toute discussion
pour avancer. Effectivement, c'est pas en 5 minutes que je vais vous dire que la France a la solution pour régler le conflit israélo-palestinien. Mais dire les choses sans filtre, sans tabou, se parler et rappeler notre position historique et les initiatives de dialogue, c'est peut-être rien, c'est peut-être anecdotique, mais d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir, à la fois avec Benyamin Netanyahou et avec l'autorité palestinienne, en se rendant sur place ou en les recevant à Paris, ce sont des choses qui permettent, je le crois, de faire avancer le dialogue et d'avoir un dialogue constructif. Bien, alors j'ai aussi quelques questions à vous poser puisqu'on va avancer sur la situation en France et quelques questions. Car la semaine dernière, à votre place, Loïc Signor, nous recevions la vice-présidente du Rassemblement national, Edwige Diaz, et voici ce qu'elle exprimait à l'attention des Juifs de France. Nos compatriotes de confession juive peuvent compter sur les élus du Rassemblement national pour les défendre et pour faire en sorte que l'antisémitisme ne se dissémine pas dans notre pays et pour qu'il soit sanctionné avec la plus grande fermeté. Loïc Signor, les Juifs de France peuvent compter sur le Rassemblement national pour les défendre et les protéger ? Le Rassemblement national, le Front national a une histoire singulière dans notre paysage politique. Et le fondateur de ce parti, le père de la présidente du Rassemblement national, s'est rendu coupable de propos antisémites répétés. Je crois que cela disqualifie d'une certaine manière ce parti dans la lutte contre l'antisémitisme. Ce procès tient encore un quart de siècle après ? Je le crois parce que c'est une histoire qui n'a jamais réellement été purgée, parce que Jean-Marie Le Pen a jusqu'à très récemment pu prendre la parole. Je pense que certains cadres du parti qui entourent encore aujourd'hui Marine Le Pen n'ont pas renoncé à cette période. Par la même occasion, on peut effectivement, et vous avez raison, dire que le Rassemblement national se combat sur d'autres thèmes. Aujourd'hui, le mensonge, le populisme, l'instrumentalisation des colères et des angoisses. Oui, mais Loïc Signor, pardonnez-moi Loïc Signor, mais la vérité aujourd'hui, quand on interroge les responsables du Rassemblement national, c'est qu'il n'y a absolument aucun dérapage de leur part, que ce soit dans le domaine de l'antisémitisme. C'est aussi une réalité. Donc cette ligne d'attaque du Rassemblement national risque peut-être de vous mener aussi à votre perte. Vous l'avez dit lors de votre introduction, je suis moi-même un ancien journaliste. Je sais que dans l'entourage de Marine Le Pen, je sais que dans les coulisses du Rassemblement national, certains cadres sont encore présents où l'étaient il n'y a pas encore si longtemps. Ces cadres qui faisaient partie du GUD, ces cadres qui avaient pu tenir des propos eux-mêmes antisémites. Et quand Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, s'affiche dans une convention en Hongrie, à Budapest, avec tout l'aéropage de partis nationalistes, pour ne dire que ça, autour de Viktor Orban et de tous ses alliés, où justement on combat une certaine population, une certaine catégorie de population, je pense que le Rassemblement national n'a pas tout à fait tiré les enseignements de son passé et n'a jamais purgé très clairement l'histoire qui est la sienne. Ensuite, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce n'est pas l'antisémitisme présumé du Rassemblement national ou son histoire qui nous permettra de faire baisser ses résultats électoraux. Il faut combattre le Rassemblement national sur le pouvoir d'achat, sur aujourd'hui la sécurité, l'immigration et tous les thèmes qui sont à chaque fois donnés par les Français comme des priorités. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que le Rassemblement national est un parti comme les autres, parce que son histoire, on peut dire un quart de siècle, on peut dire 50 ans, mais Jean-Marie Le Pen, moi je suis né en 1989, je l'ai connu et je suis pas si vieux. Donc à mon avis, le Rassemblement national ne peut pas se prétendre de cette manière comme étant le défenseur des Juifs. Le défenseur des Juifs, c'est la République française, et comme Jacques Chirac l'a dit lors de son discours du Veldiv, en la matière, rien n'est banal, rien n'est insignifiant, et je crois qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, un certain nombre d'acteurs de la vie politique, à la lumière de ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment du côté de la France insoumise, qui n'est pas également la mieux placée pour se dire défenseur des Juifs. Je crois que la République, avant tout, est celle qui défend les Juifs et qui défend l'être humain, et ce n'est pas l'apanage d'un parti politique. Clément Vérénal.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce que vous semblez quand même plus sévère avec le Rassemblement national sur cette question de l'antisémitisme qu'avec l'extrême gauche. Là, on vous a entendu faire un long développement sur le Rassemblement national. Vous ne donnez pas quitus, par exemple, à Marine Le Pen de s'être, si je puis dire, débarrassée de son père et de l'avoir expédié en dehors des instances du parti. Vous craignez plus, sur le plan du danger pour la République, vous craignez plus une arrivée au pouvoir du Rassemblement national que d'une alliance de la gauche radicale? Je combats les deux. Et les valeurs qui ont pu être portées dans un passé pas si lointain par le Rassemblement national, qui sont hors du champ républicain, et les valeurs qui sont parfois prônées par la France insoumise notamment aujourd'hui, et qui ne sont pas dans le champ républicain. Donc je ne crains ni l'un ni l'autre, mais je combats les deux, et avec des idées, et en combattant leurs mensonges et leur instrumentalisation des angoisses et des peurs. Voilà, le combat qui est le nôtre aujourd'hui, ce n'est pas une crainte, c'est une volonté de convaincre les Français de ne pas se réfugier dans le ravin du populisme dans lequel sont plongés depuis bien longtemps maintenant le Rassemblement national de Marine Le Pen et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Clément. Alors justement, sur le positionnement politique de Renaissance, qui, il faut le rappeler, le parti du président de la République, on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, qu'on assiste à un rééquilibrage dans cette nouvelle séquence, un rééquilibrage à droite de la politique gouvernementale. Hein. Je peux prendre l'exemple, mais ça n'est pas le seul, de l'interdiction de la baya qui va entrer en vigueur dès demain matin. C'est une mesure qui a été prise, ça n'est, je pense pas un hasard, par un nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Et on n'est pas sûr que son prédécesseur, Pape Ndiaye, que ses détracteurs accusaient de céder aux sirènes du wokisme, ait pu prendre une telle décision. J'imagine que la décision de Gabriel Attal, il ne l'a pas prise tout seul. Ça a été longuement débattu et il a eu le feu vert à tous les niveaux, tant gouvernementaux qu'au sein du parti. Alors, est-ce qu'on peut parler de rééquilibrage vers la droite de la politique gouvernementale ? Non, je ne le crois pas. Pour la simple et bonne raison que lorsque l'on écoute les réactions à cette décision de Gabriel Attal sur les abayas, on peut entendre par exemple Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, valider et encourager cette décision. Je ne pense pas que l'on puisse faire le procès de droitisation de Sophie Binet. Les exemples des mois derniers peuvent aisément le prouver. Nous ne pensons pas faire des mesures de droite ou des mesures de gauche. Nous prenons des mesures à la demande de nos concitoyens. Interdire les abayas, c'est simplement faire respecter la loi de 1905, rien que la loi de 1905 et toute la loi de 1905, avec l'apport de la loi de 2004. Par ailleurs, c'était une demande, comme je le disais tout à l'heure, de la quasi-totalité des syndicats de professeurs, qui, eux aussi, ne sont pas connus, et vous en conviendrez, pour une droitisation extrême. Clément Vérénal, et peut-être après Christian Mallard, qui va peut-être réagir sur le sujet. Non, mais c'est quand même une mesure... C'est quand même une mesure qui est réclamée, ce type de mesure est réclamé beaucoup plus à droite. D'ailleurs, on voit aujourd'hui les réactions, une fois de plus, à l'extrême gauche, qui mettent en cause cette décision gouvernementale. Il y a aussi, je pourrais aussi vous citer, et ce serait l'occasion qu'on ait quelques éclaircissements, le futur projet de loi sur l'immigration. C'est un thème qui est plus propre à séduire un électorat de droite qu'un électorat de gauche. Mais encore une fois, sur les abayas, la laïcité n'est pas une valeur de droite, selon moi. La laïcité est une valeur républicaine, prônée en son temps par la gauche, et quand vous citez l'extrême gauche, et à travers celle-ci Jean-Luc Mélenchon, pour moi, Jean-Luc Mélenchon a quitté la gauche républicaine depuis bien longtemps. Donc l'extrême gauche n'est pas la gauche. En ce qui concerne l'immigration, je crois que c'est une demande consensuelle de la part de nos concitoyens. Quand vous regardez encore une fois les demandes, les priorités et les enquêtes d'opinion, il y a une demande sur l'immigration. Que l'extrême droite et la droite instrumentalisent le problème, le sujet de l'immigration, c'est une chose. Que nous, à notre niveau, essayons de trouver des solutions à l'immigration en raccompagnant les personnes condamnées qui n'ont pas le droit de se trouver sur le sol français, en essayant de trouver du travail, à l'inverse, pour les personnes qui sont en situation irrégulière depuis bien longtemps et qui travaillent déjà, et parce que l'économie, ce serait se voiler la face, de dire qu'elle ne tourne pas sans un certain nombre de personnes venues d'ailleurs. Toutes ces solutions à trouver sont aujourd'hui l'objet d'une consultation de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Parce
seulement avec la droite. Moi, j'appelle à la fois les Républicains à trouver des mesures consensuelles, de compromis, pour avancer sur ce sujet, mais pas seulement. Fabien Roussel, hérité de Georges Marchais, qui disait en son temps que les Français avaient peut-être aujourd'hui besoin d'un travail comme les migrants ensemble. Eh bien, il faut trouver des mesures de consensus, de compromis, sur un sujet qui n'est pas facile et qui mérite mieux que des caricatures, comme le fait par exemple Jordan Bardella en appelant de ses voeux un référendum. Quelle question sur l'immigration voulez-vous poser sur un référendum? C'est comme si on demandait un référendum pour ou contre le réchauffement climatique. C'est du populisme. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions qui changent concrètement le quotidien des Français et qui répondent à leurs attentes. L'immigration fait partie des priorités des Français. Nous nous y attelons et surtout, nous consultons les forces politiques et toutes les forces de bonne volonté sont évidemment les bienvenues. Christian Mallard à Paris. Alors personnellement, à titre d'observateur de longue date, je trouve que tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont été d'un laxisme étonnant face à la montée de l'islamisme en France, le fondamentalisme islamique. Aujourd'hui, on voit bien cette résurgence islamiste dans les écoles coraniques, dans les mosquées. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de prendre des mesures de grande fermeté? Alors la abaya, c'est une chose, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, on est loin du compte. On voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui une volonté chez certains cercles islamistes de ne plus respecter nos valeurs démocratiques, la laïcité. Et ça, je pense que c'est un phénomène inquiétant qui concerne tous les Français. Vous avez raison. Le président de la République a prononcé un discours il y a quelques années maintenant qu'on a baptisé le discours des Mureaux, qui faisait référence en tout point à ce que vous venez d'expliquer. La lutte contre le séparatisme islamiste fait partie des priorités du gouvernement et de la mission confiée à la fois à Gérald Darmanin, mais également à Sonia Backès, qu'on connaît moins, mais en charge de la citoyenneté. Parce qu'il est aussi question de citoyenneté. Quand on parle de séparatisme, on parle d'une séparation d'un certain nombre d'individus de nos valeurs laïques, républicaines, et de ce que doit être aujourd'hui en France une citoyenne ou un citoyen. La question de l'islamisme a évidemment été en première ligne de l'actualité ces dernières années à la lumière des attentats islamistes perpétrés sur notre sol. C'est pas parce que nous avons quelque part endigué cette violence extrême, cette violence endogène parfois sur notre sol, que l'islamisme a disparu. Il reste parmi nos priorités par ces expressions communautaristes non violentes, comme l'abaya, et comme ces comportements parfois en marge de la société, en séparation, en sécession de la société. C'est pour cela que le président de la République a voulu mettre une loi qui, encore une fois, selon nos oppositions d'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon, le premier, était une guerre contre les musulmans. Pas du tout. C'est une guerre contre tous ceux qui veulent se mettre en marge de nos valeurs et qui étaient insuffisantes à écouter l'autre côté de l'échiquier politique. Pas du tout, parce que là aussi, cette loi porte ses fruits et nous permet justement d'identifier toutes celles et ceux qui voudraient demain faire une autre France sur notre territoire. Je vois bien où vous voulez en venir. Il n'y a pas de naïveté. Il n'y a pas de manque ou d'absence de volonté politique sur le sujet. C'est une priorité et cette loi est mise en œuvre et porte ses fruits. Et ça, je peux l'assurer aux Françaises et aux Français qui nous écoutent. Christian Mallard, vous voulez avancer là-dessus ou on conclut? Non, je crois que vous pouvez conclure, mais je pense qu'en effet, ce gouvernement aujourd'hui a une chance d'effacer toutes les erreurs qui ont été commises par les prédécesseurs. Parce que je pense qu'en effet, depuis des années, le fondamentalisme islamique est présent dans notre société. C'est un noyau qui nous concerne tous, un noyau dangereux. Et je pense que les gens n'ont plus envie de voir les abayas. En effet, on le disait tout à l'heure, c'est une chose. Ils ont envie de vivre normalement avec la loi de 1905 appliquée de A à Z. La laïcité, rien que la laïcité. Alors c'est le message que vous envoie ce soir Christian Mallard, vous. Loïc Signor, il nous reste 5 minutes tout juste d'émission. C'est l'heure du mot de la fin. Loïc Signor, on parle beaucoup d'éducation nationale ce soir, même si vous êtes porte-parole, c'est évidemment l'un des champs que vous couvrez. L'éducation nationale a aussi marqué la semaine par cette initiative suivie d'un rétropédalage, un hommage vidéo à Martin Luther King. On y voyait des collégiens répéter le mythique discours de Luther King pour célébrer ses 60 ans. Problème,
et vous le voyez à l'écran, par un seul élève de couleur. Finalement, la vidéo a été retirée par le ministère de l'Éducation nationale. C'est une façon d'avouer qu'il y a eu un raté ? C'est une façon d'assumer effectivement une certaine forme de maladresse, rendre hommage à Martin Luther King avec un manque criant de diversité. C'est pour le moins maladroit, peut-être anachronique dans le message que le ministère souhaitait faire passer. Après, encore une fois, et c'est le danger et la pire expression de notre époque dans l'immédiateté, la tyrannie des réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'il faille en faire une polémique ad nominem, que ce soit sur Pape Ndiaye, dont on accuse d'avoir été à l'origine de cette vidéo, Gabriel Attal, parce que personne ne connaît la vérité en réalité, d'avoir été à l'origine de celle-ci. Je crois que le ministère a bien fait de retirer cette vidéo. Elle n'était pas forcément appropriée dans l'hommage que le ministère souhaitait rendre à Martin Luther King. Et je souhaite par ailleurs plutôt rappeler à nos enfants et à ceux qui apprennent l'histoire des États-Unis et de la lutte pour les droits, qui était Martin Luther King et qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui. Et je pense que c'est bien plus intéressant à faire passer comme message qu'une vaine polémique sur les réseaux sociaux visant à décrédibiliser un tel ou un tel. Bon, écoutez Loïc Signor, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir dans le grand oral des GGMO, mais pour les 2 minutes 30 qui nous restent, je voudrais quand même vous poser une petite question personnelle. Et je voudrais qu'on en parle ensemble si vous voulez bien, parce que vous êtes aujourd'hui porte-parole de Renaissance, mais les téléspectateurs vous connaissent comme ancien journaliste. Comment vous vivez aujourd'hui ce passage de l'autre côté, d'être passé de celui qui était intervieweur à celui qui est aujourd'hui interviewé ? Écoutez, je vais vous faire une confidence. J'ai retrouvé, il y a quelques semaines, dans des circonstances douloureuses pour moi, le dernier message que m'avait envoyé mon ami Gérard Leclerc, disparu cet été dans un terrible et tragique accident d'avion. Et Gérard me disait c'est beau de passer du commentaire à l'action. Et je crois que Gérard avait tout compris. Lui qui était engagé comme journaliste, notamment localement, chez lui, que passer du commentaire à l'action, c'est pas forcément facile. Il faut être humble parce qu'on pense parfois connaître sous le bout des doigts la politique, mais on ne la connaît jamais vraiment avant d'en faire. Et je pense que je suis aujourd'hui assez fier de pouvoir aider cette majorité, aider le président de la République, aider Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance, à mon niveau, avec les connaissances et l'expérience qui est la mienne. Et surtout, comme le disait Gérard, à un moment donné, passer du commentaire à l'action, c'est gratifiant. Il faut des résultats, il faut encore une fois être humble et trouver les moyens d'être utile à cette majorité. Et la raison pour laquelle je me suis engagé, je le rappellerai sans cesse, c'est l'arrivée de 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Et je pense que je ne peux me résoudre à cet état de fait. Et je combats les populistes, je combats le populisme et je combats toutes celles et ceux qui, par des discours de facilité, mentent aux Français. Parfois, il faut assumer des propos. Mais ma question, elle était personnelle, elle n'était pas politique, Loïc Signor. Elle est personnelle, c'est parce que c'est un combat. Aujourd'hui, vous vous retrouvez interviewé par exemple par des anciens collègues de CNews ? Ça m'arrive de parler à des anciens collègues de CNews ou d'être interviewé par des collègues de CNews, même si je ne me rends pas sur le plateau de CNews pour des raisons évidentes. Il m'arrive d'être aussi interviewé par d'anciens confrères et consoeurs d'autres chaînes de télévision ou d'autres journaux. Je pense qu'il fallait à un moment donné fendre l'armure et que cela va faire 1 an bientôt et que je pense m'être habitué à ce nouveau costume et je suis fier surtout d'avoir fait ce choix et je pense pas que une carrière de journaliste soit incompatible avec un engagement politique à partir du moment où c'est un aller sans retour et j'ai fait ce choix. Il n'y aura pas de retour dans mon ancienne expérience journalistique. Aujourd'hui, je suis déterminé à faire de la politique. Aller sans retour, eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Loïc Signor, ancien journaliste et aujourd'hui porte-parole de Renaissance d'avoir accepté merci infiniment. Notre invitation, ce grand oral entre Tel Aviv et Paris. L'occasion pour moi également de remercier Christian Mallard et Clément Vérénal qui vous ont interrogé depuis Paris. Merci messieurs et très belle soirée. Bonne soirée à toutes et à tous également. N'oubliez pas, on se retrouve demain pour le débat des GGMO et d'ici là, rendez-vous sur notre page Twitter GGMO-I24. À demain.